Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 65, tout d'abord pour notre premier sujet, nous aborderons la question de comment investir lorsque les marchés atteignent des nouveaux sommets. Ensuite, pour notre deuxième sujet, nous passerons en revue l'annuaire de UBS sur les rendements de placements mondiaux pour l'année 2024. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, François, et toi? Ça va super bien, merci. Donc, pour notre premier sujet aujourd'hui, on va essayer d'aider nos auditeurs à gérer l'anxiété causée par les nouveaux sommets atteints par les marchés. Les manchettes des médias financiers sont souvent alarmantes lorsque ça se produit. Ils laissent sous-entendre que la seule avenue possible est une baisse des marchés. Ces manchettes-là ont un impact négatif sur l'état d'esprit des investisseurs et influencent leur processus de prise de décision. En effet, François, ce type de marché suscite souvent des questions de la part des clients. D'un côté, ils sont heureux que les marchés sont en hausse, mais de l'autre côté, ils se demandent « Hey, est-ce que je ne devrais pas vendre des actifs pour éviter l'inévitable baisse à venir? » Également, je dirais, lorsque les marchés atteignent de nouveaux sommets, c'est vraiment émotionnellement difficile pour les investisseurs de faire le grand saut et de déployer des nouveaux fonds. Mm-hmm. Il s'agit là des défis comportementaux typiques des investisseurs qui conduisent souvent à des erreurs qui réduisent leur rendement à long terme. Oui, exactement. Mais avant d'expliquer à nos auditeurs comment faire face à de tels événements, je vais leur donner un peu de contexte. Depuis le début de l'année, au 24 juin de cette année, l'indice S&P 500 a progressé d'environ 14%. Au cours de cette période, l'indice 500 a atteint de nouveaux sommets records à 32 reprises. Cependant, avant cette forte séquence de records, il faut remonter 2 ans et demi en arrière au 4 janvier 2022 pour trouver le dernier record de l'indice S&P 500. Ça signifie qu'il y a une période de plus de 2 ans sans que l'indice S&P 500 atteigne des nouveaux sommets. C'est la plus longue période là, sans atteindre de nouveaux sommets depuis 2008. En fait, François, c'est normal que les marchés atteignent de nouveaux sommets. Il faut s'attendre à ça. Les marchés atteignent régulièrement de nouveaux sommets en temps normal. Pourquoi? Parce qu'à long terme, les actions doivent avoir un rendement espéré positif. Sinon, pourquoi est-ce qu'on investirait? Ouais. Donc, c'est également le cas à chaque jour, peu importe l'évolution des marchés de la veille, de la semaine ou le mois précédent. Selon une étude de RBC Global Asset Management de janvier 1950 à mars 2024, soit 74 années de données, l'indice S&P 500 a atteint plus de 1250 fois un nouveau sommet historique, ce qui équivaut à une moyenne d'environ 17 nouveaux sommets historiques chaque année. Et ça représente à peu près 6% de toutes les journées boursières. Fait qu'on va ajouter un lien vers cette recherche, François, pour nos auditeurs sur la page du podcast. Mm-hmm. Oui, c'est exact ce que tu viens de dire, James, mais je dois ajouter que le nombre de nouveaux sommets atteints lors de marchés haussiers doit être beaucoup plus élevé que 17 fois par an, là, parce que les données qui sont à l'étude dans la recherche d'RBC incluent également tous les marchés baissiers et les corrections qui sont produites depuis 1950. Nos auditeurs, je pense qu'ils vont comprendre que les marchés n'atteignent pas des nouveaux sommets pendant les périodes de ralentissement, là. Donc, il y a eu jusqu'à 11 marchés baissiers sur l'indice S&P 500 depuis 1950 et plus du double de corrections boursières. Oui, je pense que ces précisions sont très bien dites, François. Mais logiquement, les nouveaux sommets sont atteints dans les marchés aussi. Là, tout le monde sait ça intuitivement. Par conséquent, les nouveaux sommets du marché seront beaucoup plus concentrés. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Puis, ça, c'est dit, François, as-tu des données pour aider nos auditeurs et investisseurs à dissiper leur peur d'investir lorsque les marchés atteignent les nouveaux sommets historiques? Oui, James, on peut revenir aux données de la recherche d'RBC Global Asset Management. Si un investisseur avait investi dans l'indice S&P 500
uniquement lorsque les marchés ont atteint des sommets historiques entre 1950 et 2023. Sa performance aurait été proche de la moyenne de l'indice sur 1 an, 3 ans et 5 ans. Si on examine plus en détail, un investissement fait uniquement lors des sommets historiques, le rendement moyen sur 1 an aurait été de 11,2 % et de 12,6 % si on avait investi à toutes les autres journées. Pour la période de 3 ans, les rendements sont plus proches, 10,9 % pour les investissements effectués uniquement lors des sommets historiques, comparativement à 11,5 % pour les investissements effectués à toutes les autres dates. Puis enfin, pour la période de 5 ans, la différence de rendement est similaire à la période de 3 ans avec 10,3 % pour les investissements effectués uniquement lors des sommets historiques contre 11,3 % pour les investissements effectués à toutes les autres dates. Alors, François, sur la base de ces données, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence de performance? Oui, il y en a une, mais je pense qu'elle est relativement faible. Il ne faut pas oublier, James, que dans l'étude de RBC, les investissements sont effectués seulement les jours où l'indice S&P atteint un nouveau sommet historique. Donc, je pense on va s'entendre, il faut être assez malchanceux pour avoir déployé son argent seulement lorsque l'indice fait des nouveaux sommets ou il faut l'avoir fait là, délibérément. Il y a une autre étude de Dimensional, similaire à celle de RBC, mais qui est sur une base mensuelle plutôt que quotidienne. Là. Et les résultats sont comparables. Leurs conclusions, basées sur les données de l'indice S&P 500, maintenant pour la période de 1926 à 2023, indiquent, et je cite, là, les rendements moyens 1, 3 et 5 ans après un nouveau sommet du marché en fin de mois sont similaires à ceux obtenus après des mois qui sont terminés à n'importe quel niveau. Les résultats pour le rendement sur 1 an sont même en faveur de l'investissement après des mois qui sont terminés à un sommet du marché. Le rendement est de 13,7 % contre 12,3 % pour les placements effectués après des mois qui sont terminés à n'importe quel niveau. Ça, c'était pour la période d'1 an. Pour la période de 5 ans, les rendements sont presque identiques à 10,2 % pour les mois se terminant à un sommet contre 10,3 % pour tous les autres mois. Encore une fois, on va ajouter un lien vers les chiffres de Dimensional sur la page du podcast. Moi, je pense que nos auditeurs vont trouver ça utile. En tout cas, tout ça, c'est très intéressant, François, mais je pense que pour la plupart des investisseurs, c'est encore contre-intuitif d'investir lorsque les marchés atteignent des sommets. Puis en particulier lorsqu'ils suivent le vieux mantra qui consiste à acheter à bas prix et vendre à prix élevé. En anglais, on dit « buy low, sell high ». Fait qu'on a tout ce mantra-là entre les deux oreilles. Fait que c'est vraiment, vraiment contre-intuitif. Fait que les investisseurs doivent changer leur état d'esprit là-dessus. James, tu as raison de dire qu'on veut acheter à bas prix et vendre à prix élevé, là, buy low, sell high, mais comme je l'ai démontré, si vous êtes un investisseur qui a une optique d'investissement à long terme, les études démontrent que ça ne fait pas une grande différence si on investit à un moment où le marché était au plus haut ou non. Par contre, il faut souligner là, en grande ligne, si on est un gestionnaire qui est actif, quelqu'un qui fait beaucoup de transactions sur le marché ou qu'on a des objectifs à court terme, ben, ça peut faire une très, très grande différence. Là. Je comprends, François, mais les investisseurs ne sont jamais à l'aise d'investir lorsque les marchés atteignent des sommets. Ils croient en un autre mantra selon lequel les marchés corrigeront à un moment donné, ce qui leur offrira une meilleure opportunité d'achat. Oui, les investisseurs savent que les marchés sont cycliques, génèrent des rendements supérieurs à la moyenne à long terme pendant un certain temps, puis ils finissent par baisser et générer des rendements inférieurs à la moyenne à long terme. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand ces cycles-là vont commencer puis quand ils vont finir. Donc, personne ne le sait à moins d'avoir la boule de cristal. Là. François, qu'est-ce que tu peux dire aux investisseurs qui ont peur que les marchés élevés se corrigent? Bien, d'abord, je pense que les investisseurs doivent se rendre compte qu'ils font du market timing et que c'est un jeu dans lequel on perd en bout de ligne. Qu'on essaye de choisir le point de sortie lorsque les marchés sont élevés dans un marché haussier ou qu'on essaye de choisir le point d'entrée après une correction ou un marché boursier, les chances de réussite sont très minces. Puis vous pouvez passer à côté de très bons rendements. Là. Le market timing, on l'a déjà dit, je le répète, le market timing ne fonctionne pas à long terme. Un point, c'est tout. Là. Je suis tout à fait d'accord avec toi, François. Au fil des ans, on a vraiment été très clair avec nos auditeurs
C'est le temps passé, investi dans le marché qui compte et non le timing du marché. Oui. Deuxièmement, James, les investisseurs doivent se rendre compte que tous les marchés boursiers n'atteignent pas des nouveaux sommets. En ce moment, l'attention se porte principalement sur les indices américains, le S&P 500, le Dow, le Nasdaq. Ceux-là atteignent des nouveaux sommets, mais ce n'est pas le cas de tous les autres marchés internationaux et des sous-indices américains comme les petites capitalisations. Ouais, mais je pense, François, que le message pour nos auditeurs, c'est que la diversification, c'est vraiment la seule solution. Il existe d'autres classes d'actifs moins chères que les actions de croissance à grande capitalisation américaine. Le marché ne se résume pas à l'indice S&P 500. Il existe d'autres classes d'actifs comme les titres à revenus fixes, les sociétés de placement immobilier, des actions canadiennes, internationales et des marchés émergents. Oui, exactement, James. Puis troisièmement, les investisseurs n'ont pas à prédire quand les marchés vont arrêter de monter et vont corriger, mais doivent se préparer quand même à cette éventualité et continuer à rééquilibrer leur portefeuille. Vous vendez ce qui a augmenté dans ce marché, ça va être probablement des actions américaines pour rééquilibrer et acheter d'autres catégories d'actifs dans votre portefeuille qui n'ont pas aussi bien performé. Je pense, François, le rééquilibrage du portefeuille dans un marché haussier pour revenir à son allocation d'actifs à long terme est essentiellement une forme de vente à prix élevé et d'achat à bas prix. Donc, on rebalance. En procédant ainsi, de manière disciplinée, on réduit le risque du portefeuille en réduisant la surpondération dans la classe d'actifs qui a été vendue. Oui, effectivement. Puis une fois que le portefeuille est rééquilibré, si un investisseur n'est toujours pas à l'aise avec les marchés, la prochaine question qu'il doit se poser est de savoir si son portefeuille est trop risqué pour lui. Si on est nerveux, stressé par la probabilité d'une correction, ben on doit peut-être revoir notre allocation d'actifs à long terme puis réduire notre part dans les actifs risqués. Le meilleur moment pour faire ça, là, c'est de réduire son allocation aux actions ou aux actifs risqués, c'est lorsque les marchés se portent bien, comme maintenant, et surtout aux États-Unis, et non pendant une baisse de marché. François, est-ce qu'il y a un message différent pour quelqu'un qui souhaite déployer de l'argent frais dans ce type de marché? Bien, garder des liquidités semble être sûr, on se réconforte avec ça, mais ce n'est pas un bon investissement. Il y a un coût d'opportunité à garder des liquidités. Ce n'est pas parce que les marchés sont élevés qu'ils ne peuvent pas augmenter davantage. Comme on l'a déjà dit, il faut regarder ça à long terme et non à court terme. Si vous êtes dans la trentaine, la quarantaine ou même la cinquantaine et qu'il y a une correction du marché après que vous avez investi votre argent frais, c'est sûr que ça va être désagréable, mais plus tard, ça va paraître comme une petite bosse sur votre parcours financier. Il ne faut pas oublier que ces liquidités vont être investies pendant au moins 30 ans, même si vous êtes actuellement dans la cinquantaine. Bon, la question suivante, quant à moi, François, c'est est-ce que les investisseurs doivent déployer leur argent en une seule fois ou le répartir en plusieurs tranches? Eh bien, James, les données démontrent qu'investir en une seule fois est la meilleure option. Notre département de recherche a publié en 2020 un document intitulé Dollar Cost Averaging versus Lump Sum Investing, dans lequel il démontre, donc ça veut dire investir l'argent d'une seule fois ou la répartir à travers le temps. Je m'excuse, je viens de traduire librement le titre de notre document. Puis dans ce document-là, il démontre que l'investissement en une seule tranche est supérieur à la stratégie de placement échelonné 65% du temps et que la surperformance annualisée est de 0,38% sur 10 ans. Pour les périodes où les marchés sont chers, comme présentement pour le marché US, il conclut également que l'investissement en une seule tranche reste supérieur à la stratégie de placement échelonné. Donc, peut-être pour nos auditeurs, François, on pourrait partager ce qu'on fait avec nos clients. L'investissement par tranche se fait pour des montants importants de nouveaux capitaux en relation avec le portefeuille existant ou, encore une fois, c'est un portefeuille qui est complètement nouveau et qui est fraîchement en encaisse. Il s'agit principalement donc d'une gestion comportementale visant à minimiser les regrets. Nous voulons minimiser la probabilité d'un événement négatif comme le 11 septembre, l'attentat terroriste en 2001, ou d'autres événements imprévisibles qui peuvent avoir un impact matériel sur les dollars nouvellement investis. Mais j'ajouterais à l'intention de nos auditeurs qu'on investit ces nouvelles sommes sur une courte période,
question de semaines, pas des mois ou des années, là. Oui, puis ça, on doit ajouter, James, que c'est après discussion avec le client. On a fait état qu'investir à une tranche est peut-être mieux pour lui, mais pour minimiser le regret, comme tu le dis, ben c'est là qu'on entre en discussion. On ne fait pas unilatéralement de notre côté la décision. Tout à fait. En conclusion, les sommets de marché sont normaux. Vous devriez vous en réjouir en tant qu'investisseur. Ce qui est important, par contre, c'est d'être conscient du risque que vous prenez dans votre portefeuille parce qu'il y aura éventuellement une correction. On ne peut pas déterminer quand elle va arriver, mais éventuellement, il va en avoir une. Puis il est impossible de prévoir le moment de cette prochaine correction, mais n'oubliez pas que les marchés sont en baisse en moyenne une année sur 3, ce qui signifie que vous devez vous y préparer. Il n'y a aucun moyen de prédire les marchés. Vous ne pouvez pas les contrôler, mais vous pouvez contrôler ce que vous pouvez. Ça signifie qu'il faut avoir une stratégie d'investissement à long terme qui reflète votre tolérance au risque, vos objectifs, et il faut que vous ayez la discipline de vous y tenir dans les bons et les mauvais moments. Donc, pour notre deuxième sujet aujourd'hui, on va faire la revue de la 25e édition de l'annuaire de UBS sur les rendements des placements mondiaux pour l'année 2024, ou en anglais, là, c'est des UBS Global Investment Returns Yearbook 2024. La revue de cet annuaire est un rituel annuel pour nous dans le podcast. C'est la première année, par contre, qui est publiée sous l'entité de UBS. Ce changement est dû à la fusion de Crédit Suisse et de UBS. On recommande à nos auditeurs de revenir en arrière et d'écouter nos podcasts numéro 38 et 52 dans lesquels on passe en revue les éditions 2022 et 2023 du Global Investment Returns Yearbook. Le contenu est toujours très pertinent par rapport à ce qui se passe actuellement sur les marchés financiers. J'aimerais également souligner que l'annuaire est produit en collaboration avec les professeurs Paul Marsh et Mike Staunton de la London Business School et le professeur Elroy Dimson de l'Université Cambridge. Il participe là, à ce document depuis 25 ans. Ceci dit, James, qu'est-ce que tu veux nous présenter de l'annuaire à nos auditeurs? Ben, écoute, François, je voudrais tout d'abord dire à nos auditeurs qu'on est très heureux que la grande financière UBS a décidé de continuer à publier l'annuaire après la fusion avec Crédit Suisse. On était un peu inquiets l'année dernière si ça continuerait. L'objectif de l'annuaire n'a pas changé, en fait, et je citerai directement le résumé et le chapitre 1. Et je cite, l'annuaire présente un historique des rendements réels des actions, des obligations, des liquidités et des devises pour 35 marchés, couvrant les marchés développés et émergents et remontant jusqu'à 1900, donc 124 années de données. Wow. Son objectif n'est pas de faire des prévisions, mais plutôt d'informer les investisseurs sur les performances à long terme, de les interpréter, de les analyser, d'en tirer des renseignements et de contribuer à éclairer les préoccupations actuelles. Pour moi, et je pense, François, qu'il est juste de dire que les développements géopolitiques et économiques de ces dernières années rendent cet annuaire extrêmement pertinent pour aider les investisseurs à prendre des décisions intelligentes avec leur argent à long terme. Donc, le contenu de l'annuaire revient toujours sur le sujet du risque et du rendement et à l'importance de la diversification de l'allocation d'actifs. Comme le savent nos auditeurs réguliers, ces éléments sont au cœur de notre philosophie d'investissement. OK, James, maintenant, je vais commencer la revue d'aujourd'hui en te posant les deux mêmes questions que les années précédentes. Premièrement, pourquoi en tant que gestionnaire trouves-tu l'annuaire utile? Bon, François, ma réponse est la même que les années précédentes. Notre discipline, comme nos auditeurs réguliers le savent bien, c'est d'investir avec un état d'esprit d'investisseur axé sur le long terme. Nous ne voulons pas nous laisser égarer par le bruit à court terme des médias financiers et par la récente volatilité des marchés financiers. Donc, c'est un défi de taille, on le sait, et ça s'applique à tous les investisseurs, y compris nous, les professionnels. On l'a souvent répété dans notre podcast. C'est simple à dire, mais c'est pas facile à faire. Nous devons toujours être conscients que nous pouvons tomber dans le piège d'essayer de prévoir l'avenir. C'est pourquoi l'annuaire est si utile pour les gestionnaires de portefeuille. À mon avis, il nous aide à recadrer les événements actuels des marchés financiers dans leur contexte en les comparant à l'histoire à long terme des marchés des capitaux.
suis d'accord avec toi, James. J'ajouterais également que la réapparition de l'inflation les réactions des banques centrales et tous les défis économiques et géopolitiques majeurs qui sont toujours d'actualité rendent cette perspective historique encore plus pertinente. L'annuaire est l'outil parfait pour obtenir cette perspective. Et cet exercice nous aide à jamais oublier l'importance de la gestion des risques. François, l'annuaire 2024 ne déçoit pas sur ce plan. Comme les précédents, il traite de l'importance d'avoir une perspective à long terme pour comprendre le risque et le rendement des actions et des obligations. Fait que je rappelle à nos auditeurs, dans notre podcast numéro 52 de l'année dernière, nous avons déclaré que les événements de 2022 auraient dû rappeler aux investisseurs qu'ils doivent toujours rester aux aguets. Et comme tu l'as mentionné, François Pitou, les actions atteignent des nouveaux sommets en ce moment. Aujourd'hui, on constate que les actions font l'objet d'une grande complaisance de la part des investisseurs. Oui. J'en viens maintenant, James, à ma deuxième question. Quels sont les principaux thèmes de l'annuaire 2024? François, l'annuaire 2024 comporte 4 thèmes principaux. Le premier thème concerne la concentration actuelle des marchés, et je cite, la concentration du marché des actions, tant au niveau géographique qu'au niveau des entreprises individuelles, constitue une toile de fond intéressante pour examiner les tendances à long terme et les thèmes d'investissement moins populaires. L'annuaire met en contexte la concentration géographique du marché des actions américaines et conclut qu'elle est fonction de la sous-performance des autres marchés boursiers sur l'échelle internationale. Oui, James. James, ce commentaire tombe à point. On a abordé la question de la concentration dans les actions américaines lorsqu'on a analysé des Magnificent Seven dans notre podcast, dans notre dernier podcast, le numéro 64. Et encore aujourd'hui, là, on vient de parler des marchés américains qui atteignent des nouveaux sommets historiques. C'est quoi le deuxième thème, James? Le deuxième thème, c'est l'historique des grandes baisses des marchés. Je reviendrai plus en détail sur ce sujet plus tard dans notre podcast lorsque je couvrirai les principaux points à retenir de l'annuaire de cette année pour nos auditeurs. Ouais, la forte performance des marchés d'actions en 2023 et en 2024, après le recul spectaculaire des actions et des obligations en 2022, est une raison suffisante pour revisiter les livres d'histoire sur les grandes baisses historiques. Donc, François, le troisième thème abordé dans l'annuaire concerne l'inflation. Comme nos auditeurs le savent, l'inflation continue de dominer l'actualité. L'annuaire de 2024 réitère les arguments avancés en 2022 et 2023, et je cite, « Les actions ont bénéficié d'excellents rendements à long terme, mais elles ne sont pas et n'ont jamais offert la protection contre l'inflation que de nombreux observateurs suggèrent. Au contraire, les actions devraient être perçues comme un excellent placement pour battre l'inflation à long terme en raison de la prime de risque. » Oui. C'est un point très important. James, l'annuaire de 2024 soulève également un autre point important, et je cite, « Les banques centrales étant potentiellement prêtes à entamer des cycles de baisse de taux d'intérêt, nous démontrons que la majorité des rendements des actifs à long terme sont obtenus pendant ces cycles de baisse des taux. » Maintenant, François, je vais aborder le quatrième thème, qui est un examen approfondi des obligations corporatives et de la prime de risque de crédit. L'annuaire 2024 offre une perspective à long terme sur cette classe d'actifs majeure dont la valeur s'élève à quelques 44 billions de dollars. Ouais, donc, c'est vraiment énorme. Et ça, c'est près de la moitié de la valeur des actions mondiales. Et c'est 2/3 de la valeur des obligations gouvernementales. L'annuaire souligne qu'à long terme, les obligations corporatives de qualité supérieure ont offert une prime de risque de crédit significative par rapport aux obligations gouvernementales de l'ordre de 1% par année. La prime de risque sur les obligations à haut rendement, selon l'annuaire, ont donné, quant à eux, un 2% additionnel à ça. Oui, je pense que ces données arrivent à point, John, car le retour des taux d'intérêt plus élevés a fait que de nombreux investisseurs reconsidèrent le mérite de l'allocation à des obligations corporatives. Donc, James, pour nos auditeurs, quelles sont les principales leçons maintenant de l'annuaire 2024? François, je commencerai par des rendements espérés. L'annuaire prévoit toujours que les rendements des actions et des obligations resteront inférieurs à ce qu'ils étaient auparavant.
mais qui seront également supérieurs d'environ 2% à ce que l'on aurait pu s'attendre il y a 2 ans, lorsque les taux d'intérêt étaient beaucoup plus bas. L'augmentation des taux d'intérêt implique des rendements espérés plus élevés pour les obligations. Par conséquent, cette augmentation a un impact sur les rendements espérés des actions. C'est pas vraiment de nouvelle pour nos auditeurs réguliers. Grâce à notre propre document de recherche sur les hypothèses de planification financière, on en a parlé dans le podcast numéro 61, des taux d'intérêt nominaux et réels plus élevés signifient que des rendements espérés plus élevés pour les actions. Maintenant, James, c'est quoi le prochain point à retenir? Le prochain point, François, à retenir concerne la situation actuelle en matière d'inflation. L'annuaire fait la comparaison avec des enfants qui demandent à leurs parents pendant un long voyage en voiture « Est-ce qu'on arrive bientôt? » Puis je cite l'annuaire, « Les investisseurs se demandent « Sommes-nous presque arrivés? L'inflation est-elle maîtrisée? Quand les hausses de taux seront-elles remplacées par des baisses? » On a vu déjà que la Banque centrale au Canada a commencé. Et les marchés reviennent-ils à la normale? L'annuaire montre que la question « Est-ce qu'on arrive bientôt » n'est pas la bonne. Il nous indique que plutôt que l'histoire des marchés financiers nous démontre que même s'il y a des moyennes à long terme, la normalité en soi n'existe pas. James, je crois que l'annuaire traite ensuite de la volatilité historique des marchés. Quelle est la volatilité des rendements des actions et des obligations? Bon, l'annuaire couvre les actions mondiales, mais pour simplifier la conversation aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'histoire des marchés américains et britanniques. Depuis 1900, le rendement réel annuel moyen des actions américaines a été de 8,4%. Je dis bien rendement réel. La pire performance sur une année a été enregistrée en 1931 et la meilleure 2 années plus tard en 1933. En ce qui a trait aux actions britanniques, le rendement réel annuel moyen était de 7,1%, donc pas mal inférieur aux actions américaines. Oui, quand même. Et la pire performance a été enregistrée en 1974 et la meilleure en 1975. Donc, une grosse perte, mais un gros rebond. Pour les 2 pays, les rendements des marchés boursiers se situent en moyenne autour de 0 à 20% en termes réels. Ils ont toutefois été inférieurs à moins 20% pendant 11 des 124 années aux États-Unis et pendant 7 des 124 années au Royaume-Uni. Dans de nombreux pays, les écarts de rendement réel pour les actions ont été plus grands qu'aux États-Unis ou au Royaume-Uni. En d'autres termes, les rendements des actions ont été volatiles tout au long de l'histoire. Maintenant, qu'est-ce que l'annuaire nous apprend sur le risque de baisse en période de crise? Mais François, les 6 pires épisodes pour les investisseurs mondiaux en actions ont été les 2 guerres mondiales et les 4 grands marchés baissiers. Le crash de Wall Street suivi de la Grande Dépression, le premier choc pétrolier qui a occasionné la récession mondiale de 1973 à 1974, le marché baissier de 2000 à 2002 qui a suivi la bulle Internet et finalement la crise financière mondiale qui a atteint son point culminant en 2008. Peux-tu nous parler, James, un peu plus de la gravité de la crise financière mondiale de 2008? Mais écoute, François, sur la base stricte de l'année civile, 2008 a été la pire année jamais enregistrée pour l'indice des actions mondiales. En 24 ans d'existence, le 21e siècle a déjà le déshonneur d'avoir enregistré 4 marchés baissiers, dont 2 figurent parmi les 4 pires de l'histoire. Wow. Qu'est-ce que l'annuaire maintenant nous apprend sur les délais de reprise suite à ces baisses? François, la reprise peut être très longue ou très rapide. Si on commence par le crash de Wall Street de 1929, il a fallu plus de 15 ans pour que les actions se rétablissent. Ça fait longtemps de ça. Là. Mais plus récemment, si on compare au marché baissier de la période de la COVID-19 qui a débuté le 20 février 2020, les marchés mondiaux ont touché le fond à moins 35% un mois plus tard, puis se sont entièrement rétablis en 5 mois. Donc, on peut donc affirmer qu'il est impossible de prévoir le temps nécessaire pour que les marchés se rétablissent. Oui, c'était très rapide la reprise de la COVID. Puis je pense que tous les autres événements, on peut situer entre le crash de 2029 et la COVID. Donc, le temps nécessaire là, varie beaucoup.
Maintenant, James, qu'est-ce que l'annuaire dit à propos des rendements et de la volatilité historique du marché obligataire? On parlait des actions, là, maintenant, le marché obligataire. Mais François, l'annuaire indique que les obligations ont été beaucoup moins volatiles que les actions. Elles ont connu des périodes de rendement très faibles et très élevés. Comme on pourrait s'y attendre, les pires périodes pour les investisseurs obligataires se sont produites lors d'épisodes de très forte inflation ou même les quelques rares périodes d'hyperinflation. Oui, ça on le sait, là, après le marché haussier pour les obligations qui a duré plusieurs années. Ça s'est terminé là, assez abruptement en 2022 à cause de l'inflation. Je pense que nos auditeurs s'en rappellent aussi. Qu'est-ce que dit l'annuaire à ce sujet, là, justement? François, l'annuaire indique que la période allant de 1982 à 2014 a été un âge d'or pour les obligations. L'indice obligataire mondial a généré un rendement réel de 7,4 % par an. Les obligations mondiales ont généré des rendements réels positifs pendant 28 des 33 années. Au cours des deux marchés boursiers baissiers du début du 21e siècle, c'est-à-dire la crise financière mondiale et la pandémie de COVID-19, les obligations ont bénéficié de leur statut de valeur refuge et du maintien des taux d'intérêt directeurs à un niveau bas pour soutenir leurs économies mondiales. Si je comprends bien, James, les obligations ont produit des performances. Là, tu as parlé de 7,4 % par an réel, qui était similaire à celle des actions, mais avec une volatilité beaucoup plus faible, ce qui constitue une violation apparente là, de la loi du risque et du rendement. Ces rendements obligataires réels élevés sont dus à des facteurs qui se maintiendront pas indéfiniment, là. Ben, je suis d'accord avec ces propos, François. J'ajouterais en fait que l'annuaire indique qu'à partir de 2015, le rendement annualisé a été sur une base réelle de moins 1,7 % avec des rendements médiocres en 2021, suivis d'une performance désastreuse en 2022. Et les rendements réels futurs des obligations sont clairement susceptibles d'être bien inférieurs à ceux de la période de l'âge d'or des obligations. C'est un autre exemple de l'importance d'étudier des périodes historiques très longues pour comprendre les marchés. Comme on l'a dit l'année dernière dans le podcast numéro 52, même des périodes aussi longues que 20 ans sont trop courtes. L'annuaire 2024 fait le point que des périodes aussi longues que 3 ou 4 décennies peuvent être trop trompeuses si elles sont naïvement extrapolées. Puis si on regarde depuis 1982... pendant 33 années, le marché obligataire a super bien fait, mais regarde ce qui s'est passé depuis, là. Oui. J'ajouterais, James, un autre élément clé concernant les obligations dans l'annuaire qui a été aussi mentionné dans le rapport de l'année dernière. L'annuaire indique clairement que les actions et les obligations ont une corrélation historiquement positive et que les 20 dernières années de corrélation négative avant 2022 n'étaient pas la norme. Maintenant, James, c'est quoi le prochain point à retenir pour nos auditeurs? L'annuaire pose la question suivante. Dans quelle mesure les obligations protègent-elles la richesse d'un investisseur? Comme on l'a expliqué dans notre podcast numéro 61, lorsqu'on mesure les obligations sur la base des rendements réels, les données historiques sont révélatrices. L'annuaire, en fait, indique qu'historiquement, les baisses de marché obligataire ont été plus importantes et plus longues que celles des actions. Quand tu le dis comme ça, James, c'est assez effrayant étant donné que cette classe d'actifs est supposée être la classe d'actifs sécure. Oui, mais j'ajouterais, François, à la fin de 2023, l'annuaire dit que les rendements réels des obligations étaient toujours inférieurs de 42 % du sommet atteint en 2020. Ces données sur les rendements réels démontrent donc que les obligations ne sont pas toujours des actifs sûrs à toute épreuve et que leur valeur réelle, donc après inflation, peut être détruite par celle-ci, là. Maintenant, James, qu'est-ce que l'annuaire dit sur l'investissement à long terme et le retour à la moyenne, en anglais, reversion to the mean? On sait tous que les actions sont pour le long terme. En d'autres termes, le risque d'investir dans des actions diminue lorsque l'horizon d'investissement est plus long. Dans notre jargon, on dit qu'après de mauvaises périodes de forte baisse, les rendements des actions reviendront à la moyenne. Donc, le retour à la moyenne devrait non seulement réduire le risque, mais aussi fournir un signal temporel qui permettrait aux investisseurs d'augmenter leur rendement. L'annuaire remonte à son édition de 2013 et met en évidence
que rétrospectivement, la notion du retour à la moyenne est une illusion optique. Et je cite l'annuaire, « Nous avons constaté que les preuves du retour à la moyenne sont faibles. Les stratégies du market timing basées sur le retour à la moyenne ont généralement donné de rendements inférieurs et non supérieurs. » Fait que la prévisibilité est insuffisante pour rendre l'investissement en actions sûres, quel que soit l'horizon. Enfin, James, qu'est-ce que l'annuaire dit concernant la diversification mondiale? La diversification, François, c'est un sujet qu'on a souvent abordé sur notre podcast et ça constitue un élément clé de notre discipline d'investissement. La puissance de diversification entre les actions, les marchés et les classes d'actifs permet de réduire, mais pas d'éliminer le risque. Au cours des 50 dernières années, les investisseurs de la plupart des pays ont obtenu de meilleurs rendements ajustés pour le risque en investissant à l'échelle mondiale qu'en investissant uniquement sur leur marché national. On a vu ça aussi dans le podcast numéro 61 avec la recherche du professeur Cederberg. Oui, mais genre une petite correction ici quand même. Là. Exceptionnellement, ce n'est pas vrai pour les investisseurs américains. L'annuaire souligne que du point de vue d'un investisseur américain, le rendement réel de l'indice des actions mondiales, excluant les États-Unis, a été de 4,3 % par an, soit 2,2 % par an de moins que ce qu'ils auraient gagné en investissant uniquement dans les actions américaines. Oui, c'est exact, François. L'annuaire confirme que les investisseurs américains auraient mieux fait d'investir dans leurs actions domestiques. Mais l'annuaire conclut, je cite, « En perspective, nous conseillons aux investisseurs de tous les pays, y compris les États-Unis, d'investir à l'échelle mondiale. Il est probable, mais pas garanti, que ça réduise le risque et augmente les ratios de Sharpe. » Donc, c'est très technique, c'est du jargon. Mais encore une fois, c'est consistant avec les conclusions du professeur Cederberg qu'on a encore une fois couvert dans notre podcast numéro 61. Fait que tirer des avantages de la diversification est également un concept à long terme, mais ça peut nous décevoir à court terme. On l'a vu, le rendement historiquement négatif en 2022 de l'allocation classique et décrivée 60-40 actions-obligations, c'est le parfait exemple. Oui, ça nous ramène, James, à l'importance de garder une perspective à long terme et également d'apprécier la loi du risque et du rendement. Comme d'habitude, je recommande à nos auditeurs de toujours tenir compte de leurs objectifs à long terme, de leur profil de risque, de leur capacité à prendre des risques et de leur horizon temporel lorsqu'ils construisent leur portefeuille. Bien, François, comme nos auditeurs le savent bien, on a connu 4 marchés baissiers dans les actions depuis 2000 et nous devons être compensés en conséquence pour prendre des risques d'investir en actions. Fait que la prime de risque pour investir en action existe pour une raison. C'est une prime nécessaire pour accepter le risque de volatilité et le risque de baisse de valeur. Oui, tout à fait. Donc, pour conclure, j'espère que nos auditeurs ont trouvé notre revue de l'annuaire UBS 2024 utile. On va mettre un lien vers l'annuaire de UBS sur la page de ce podcast. Comme on l'a dit au début, l'intérêt pour ce document est qu'il nous ramène toujours à la notion du risque et du rendement et à l'importance de la diversification et de l'allocation d'actifs. Comme le savent nos auditeurs réguliers, il s'agit là d'un élément central dans notre philosophie d'investissement. Sur ce, merci James d'avoir partagé ton expertise et ton savoir aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir, François. On a eu une très bonne discussion sur le sujet. Eh bien, c'est tout pour ce 65e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous joindre par courriel à sujetcapital@pwlcapital.com. De plus, si vous avez aimé notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous pour notre prochain épisode à paraître le 1er août. Et n'oubliez pas de consulter notre site web Sujet Capital pour voir nos derniers blogs. Merci.